Bonjour et bienvenue dans Aux Avant-Postes, l'émission qui cherche un sens au chaos du monde. Sommes-nous à la veille d'une nouvelle crise financière mondiale ? Une crise qui ne viendrait pas forcément de la bulle intelligence artificielle, mais de ce qu'on appelle la finance de l'ombre, en particulier du crédit privé. Je parle de ces fonds d'investissement qui prêtent à des entreprises qui ne trouvent pas d'argent auprès des banques traditionnelles. Ces fonds rencontrent de graves difficultés car les entreprises en question ne parviennent plus à rembourser leurs crédits. Alors, est-ce vraiment grave ? Eh bien, des réponses avec mes deux invités. Mara Dobrescu, experte chez Morningstar, un cabinet d'analyse des marchés financiers, et Thibault Lorangeois, professeur associé à l'Université d'Aalborg au Danemark et membre des économistes atterrés. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je voudrais qu'on commence par écouter Adrien Tobias, qui est conseiller financier du Fonds monétaire international. Il prenait la parole le 14 avril 2026 pour nous expliquer, on va l'écouter, quels sont les 3 grands risques financiers. Il sortait à ce moment-là le fameux rapport sur la stabilité financière mondiale. On l'écoute. Nous identifions 3 points de vulnérabilité que nous mettons particulièrement en avant dans le rapport sur la stabilité financière mondiale. Premièrement, les entreprises sont sous pression et sont donc vulnérables à un réajustement des valorisations. La deuxième vulnérabilité concerne l'interaction avec les institutions financières non bancaires. Si les entreprises devaient s'ajuster, cela pourrait avoir des répercussions sur les institutions non bancaires et potentiellement entraîner des rachats ainsi que des pressions supplémentaires sur les valorisations. Troisièmement, les rendements obligatoires à long terme ont augmenté dans plusieurs pays ces dernières années. Alors nous, ce qui nous intéresse là aujourd'hui, ce sont justement le deuxième risque sur les relations avec les institutions non bancaires, donc les institutions qui prêtent à des entreprises mais qui ne sont pas issues des banques. On appelle ça le crédit privé, en anglais le private credit. Est-ce que Mara Dobrescu, vous pouvez nous définir ce qu'est le crédit privé ? Oui, alors il s'agit de prêts qui sont octroyés à des petites et moyennes entreprises par des créditeurs privés, non bancaires. Donc ces entreprises sont trop petites, trop peu matures pour pouvoir se financer avec des canaux traditionnels, que ce soit emprunter à des banques ou émettre des obligations sur les marchés. Ce sont aussi des entreprises qui sont trop petites pour être notées, par exemple, par les agences de notation de crédit qui évaluent la qualité d'une entreprise. Ces entreprises ne font pas vraiment partie du champ d'étude de ces sociétés comme S&P ou Moody's. Donc, on n'a pas vraiment de visibilité sur leur qualité de crédit. Mais lorsqu'on regarde leur niveau d'endettement, si elles étaient notées, elles seraient probablement dans la catégorie la plus spéculative, c'est-à-dire les notations de crédit inférieures à triple B-. Simplement, elles sont trop petites pour être notées, donc elles n'entrent pas dans le champ de l'étude. Donc c'est un vivier qui est composé de beaucoup de sociétés qui sont détenues par des fonds de private equity ou par un actionnariat privé, souvent un actionnariat familial. Thibault Lorangeois. Oui, comme Mara l'a dit, c'est organisé sous forme de fonds. Alors, ces fonds, effectivement, ils sont très intensifs en capitaux propres. Donc, ils ne sont pas, par rapport à la crise des subprimes qui était caractérisée par beaucoup d'agents à effet de levier très élevé, on est dans une situation qui est moins extrême. Les parties prenantes, les actionnaires de ces fonds sont des fonds de ce qu'on appelle private equity ou des assureurs aussi énormément. C'est un risque long. Et à leur actif, ils prêtent donc à des entreprises, comme Mara l'a dit, historiquement petites, moyennes, c'est-à-dire des entreprises qui ne peuvent pas accéder au marché traditionnel. Et important, ils prêtent à des conditions en fait, de taux variables, qui sont typiquement le taux de la Banque centrale plus une prime qui peut aller de 500 à 1000 points de base, c'est-à-dire 5 à 10% en plus du taux. Ce qu'il pourrait avoir sur le marché bancaire traditionnel, ils payent beaucoup plus la prime de risque, clairement. Ils payent davantage. Ça reflète leur niveau de risque, en fait. Plus vous êtes risqué en tant qu'entreprise, plus vous devez payer cher pour pouvoir vous financer. Donc les entreprises donc les c'est plus des fragiles... taux à combien alors ? Ils empruntent à combien ? Si on est à, par exemple, un taux de base de 3%, plus 10%, vous êtes à 13%. Ces entreprises empruntent à 13% ? Pour certaines d'entre elles. Donc c'est du taux variable. Donc la composante qui est basée sur le taux de base, elle va varier. Surtout, c'est ce qui rend ces entreprises très vulnérables à une hausse des taux.
comme on l'a vu depuis 2022. Alors, je voudrais comprendre quand même quelque chose. Vous dites que c'est des petites entreprises, mais jusqu'à présent, être une petite entreprise ou être une start-up, ça ne vous a pas empêché d'obtenir des prêts d'une banque. Donc, il y a autre chose. Oui, alors, l'émergence ce qu'on appelle le crédit privé, c'est surtout après la crise, la grande crise financière de la fin des années 2000. Il y a plusieurs choses qui sont intervenues après l'importance relative des facteurs. Différentes personnes ont différentes appréciations, mais on peut dire qu'il y a eu une réglementation qui a été mise en place, notamment ce qu'on appelle Dodd-Frank aux États-Unis. Oui. Il y a eu BAL 3 également, c'est-à-dire toutes les réglementations pour les banques, qui ont, en gros, c'est beaucoup moins le cas en Europe, mais aux États-Unis, qui ont incité les banques en fait à moins prêter aux entreprises. En plus, vous avez, si vous regardez la démographie des banques aux États-Unis, vous avez une baisse tendancielle du nombre de banques, une consolidation du secteur. Et il ne faut pas oublier une chose, on a eu une période de taux extrêmement bas. Oui, et les taux bas, c'est l'engrais parfait en fait pour développer des deals de ce genre. On le voit en matière de fusion-acquisition aussi, mais notamment voilà, le private equity va se lancer dans des chasses souvent à effet de levier élevé, ce qu'on appelle les LBO, que j'ai du mal à traduire en français, excusez-moi. Voilà, donc on a eu ça. On achète une boîte en mettant l'endettement sur cette boîte-là. Tout à fait. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que Mara avait dit au début, à la base, le crédit privé, on va dire jusqu'en 2020, donc on va dire de 2010 à 2020, c'est des fonds qui sont absolument fermés, c'est-à-dire pas liquides, on ne peut rien retirer, donc c'est des investissements longs. Et d'autre part... Sur des prêts de 5 à 7 ans à peu près. Oui. Et d'autre part, effectivement, ça concerne des entreprises qui ne sont pas grosses. Ce qu'on commence à voir aujourd'hui, c'est d'une part des fonds dits semi-liquides qui apparaissent, donc avec cette possibilité de retrait de 5% par trimestre. Et par ailleurs, c'est notamment le deal entre Blue Owl, donc la société Blue Owl, et Meta, la maison mère de Facebook, qui est cet énorme deal, je crois 27 milliards de dollars, où en fait ça s'appelle gagé sur les actifs. C'est un peu un nouveau type de deal qui est en train d'apparaître, qui ne ressemble pas au schéma du crédit privé traditionnel. Donc on semble avoir une expansion sur des formes un peu différentes, qui ne sont pas forcément plus risquées, parce que si vous regardez les conditions, si Meta décide de sortir du deal, parce que là c'est quelque chose qui va s'étaler sur plus de 20 ans, s'ils décident de sortir du deal, ils doivent rembourser énormément d'argent. Voilà. Mais simplement pour dire, on a une diversification. Alors, le risque... Donc aujourd'hui, ces fonds ont prêté à ces entreprises. Il se trouve que ces entreprises ne sont pas dans une très grande forme. On va voir quelques chiffres là. De quel montant on parle ? Eh bien, on parle tout simplement de près de 2000 milliards de dollars sur ces fonds-là. Et ce qui est très important, c'est le chiffre que vous voyez en dessous, 30% dans le secteur des logiciels. Et évidemment, quand l'IA arrive, ça balaye pratiquement toutes ces entreprises qui sont dans le secteur du logiciel, parce qu'évidemment, l'IA va ubériser totalement ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ces fonds-là ont envie de se retirer de ces entreprises ? Alors, déjà, petite précision, moi, les chiffres que j'avais regardés étaient même plus élevés, de l'ordre de 2500 à même à 3000 milliards. Sont la source, c'est PitchBook, donc, qui est une société spécialisée sur ces données. Mais vous avez raison, il y a aussi une certaine opacité qui fait qu'il est difficile de vraiment évaluer avec précision ce chiffre. Mais sur le sujet de l'IA, effectivement, on considère aujourd'hui qu'à peu près un quart à 30% du vivier des entreprises concernées par le crédit privé sont actives dans le secteur des logiciels. Et effectivement, avec l'avènement de l'IA générative, la grande crainte, c'est que simplement il y a une obsolescence des modèles économiques de ces sociétés. Et que d'une part, il y a une obsolescence de leur business model. D'autre part, les taux sont en train d'augmenter. Et donc, le financement est de plus en plus difficile et coûteux pour ces entreprises, ce qui peut être un cocktail vraiment très, très dommageable pour ces entreprises. Et donc, les fonds l'ont un peu senti. Et donc, on disait tout à l'heure qu'elles ont le droit de retirer 5% de leur prêt, enfin, de leur engagement par trimestre, sauf que les derniers chiffres montrent que y a un certain nombre d'entreprises, de fonds qui ont dû assumer des demandes de retrait bien supérieures, de 6%. UBS pense même que ça va aller à 15%. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Alors, ça vaut le coup de juste expliquer très rapidement comment ça fonctionne. Ces fonds qu'on appelle semi-liquides,
semi est peut-être un petit peu exagéré. Avec 5%, partiellement liquide. Ouais. Donc, ils permettent jusqu'à 5% de retrait par trimestre. Donc, si vous êtes un investisseur, si vous dites, voilà, c'est bon, je veux en sortir, voilà, la SaaS-apocalypse, l'apocalypse de l'IA, c'est trop dur pour moi, je vais soumettre une demande de rachat. Déjà, je dois attendre jusqu'à la fin du trimestre. La société de gestion va collecter toutes les demandes de rachat et elle va regarder est-ce que ça arrive, est-ce que c'est en dessous de la barre de 5% de l'encours. Si c'est en dessous de la barre de 5%, voilà, elle va honorer les rachats. Tout le monde va pouvoir récupérer sa mise. Si c'est à 8, 9, 10%, eh bien, on va distribuer au prorata. Et les gens ne pourront récupérer qu'une partie de leur mise. Donc, si vous voulez retirer tous vos avoirs, ça peut vous prendre 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres, ça peut prendre des années. Et je pense que beaucoup d'investisseurs particuliers qui sont entrés dans ces véhicules n'avaient pas conscience que leur capital, en fait, pourrait rester bloqué pendant une plus longue période, puisque cette liquidité à la sortie, en fait, elle n'est pas garantie. Elle dépend toujours aussi des autres investisseurs. Si tout le monde veut sortir en même temps, ce sera mathématiquement pas possible. C'est là que le fonds peut tout simplement s'écrouler, non ? Ou en tout cas fermer la porte à la sortie. Ouais. Les investissements vont rester actifs dans le fonds, mais vous ne pourrez plus récupérer votre mise et vous récupérez à la fin la totalité du principal, moins les entreprises qui ont éventuellement fait défaut. Donc les taux de défaut de ces entreprises, donc les entreprises qui sont aidées, prêtées par les fonds, ces taux de défaut augmentent. Ces taux de défaut augmentent. Ce qu'on constate notamment, c'est, vous savez, il y a le taux de défaut où la société ne peut plus du tout payer les intérêts sur la dette, mais il y a aussi ce qu'on appelle du défaut caché. Ce sont un peu des restructurations de dettes où la société va dire, bon, je vais différer le paiement des intérêts ou je vais renégocier la dette de façon à ce que je paierai plus tard. Le créditeur est in fine lésé. Oui. C'est quand même du défaut. Il y a aussi ce qu'on appelle le payment in kind, c'est un barbarisme anglais, mais ce qui veut dire, pour éviter une sortie de trésorerie immédiate, l'entreprise ne va pas payer d'intérêt en cash, mais elle va payer en donnant plus de dettes. En augmentant le principal de la dette. Donc ça, en fait, pour le prêteur, ça augmente le risque à plus long terme. Alors, je voudrais qu'on écoute là encore de nouveau Tobias Adrien, donc conseiller au Fonds monétaire international. Lui, il semble plutôt serein aujourd'hui en ce qui concerne les risques encourus par le crédit privé. On l'écoute. Nous estimons qu'environ 15%, soit 300 milliards de dollars, se trouvent dans des structures semi-liquides, c'est-à-dire dans lesquelles les investisseurs peuvent demander un rachat. Mais bien sûr, les fonds sont soumis à des restrictions de rachat, ce qui leur permet, en principe, de limiter ces rachats. Toutefois, si une plus grande partie de ce secteur devenait rachetable, cela aurait certainement un impact sur l'évaluation globale. Mais à ce jour, nous estimons que le risque systémique est bel et bien maîtrisé pour le secteur. Thibault Lorangeois, vous êtes d'accord avec ça, le risque systémique est maîtrisé? Alors j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir dire qu'on est à la veille de la prochaine apocalypse, et si on est un peu honnête, non, c'est pas le cas. Mais à nouveau, comme Mara l'a dit, il y a des choses qui commencent à poindre. Le payment in kind, donc qui se traduit à peu près par paiement en nature, en réalité c'est un défaut. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à rembourser votre banque, mais que vous lui dites c'est pas grave, tu mets ça sur mon compte et je te rembourserai plus tard. Bon, les banques, au bout de 3 mois, elles commencent à dire je vais envoyer l'huissier. Là, non, c'est bon, on va faire ça, on ajoute à la dette. Alors, une chose à bien voir, c'est que dans les deals récents, qui aussi sont peut-être sur la forme un peu différente, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'IA, la construction de nouveaux centres de données. Oui. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a les prêts historiques qui sont donc de software, enfin logiciels, qui sont très exposés à l'IA, mais on a aussi des nouveaux deals qui financent l'IA. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gagnants, des perdants. En fait. Donc c'est pas quelque chose d'homogène. En ce qui concerne donc le défaut à proprement parler, donc là on a parlé du défaut vraiment de l'emprunteur final, qui a la possibilité de dire juste rajoute à ma dette. En ce qui concerne le crédit privé, à nouveau, historiquement, ces fonds ne sont pas du tout liquides, parce que ce ne sont pas des banques. Quand une banque prête, qu'elle a un problème, au pire, elle peut frapper à la porte de la Banque centrale. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est pour ça que ça a été fait, en fait, pour éviter ce qu'on appelle les mismatchs. Les transferts de risques. Voilà, la maturité, en fait, donc, c'est pour ça que ce sont des engagements longs, normalement. Mais là, on a inventé quelque chose d'un peu hybride. Et en plus, on va, à nouveau, comme Mara l'a dit, on va sans doute vers un cycle de relèvement des taux, vu que l'inflation est plutôt repartie à la hausse. Donc ça, c'est pas un bon signe, on est d'accord. Alors, c'est problématique pour les emprunteurs. Ils empruntent à taux variable.
Oui, mais donc si les emprunteurs ne peuvent pas honorer leurs prêts, les fonds vont avoir des problèmes. Ils vont avoir des pertes. Donc, voilà, comme disait Thibault, il y aura des gagnants et des perdants. Est-ce que c'est important des pertes quand on est exposé à 2500 milliards de dollars ? C'est sûr. Et s'il y a une grande partie du portefeuille qui est dans le secteur des logiciels, bien évidemment que ça peut être assez dommageable sur la performance des fonds. Alors après, je pense qu'il faut se garder d'une interprétation trop simpliste. Même dans le secteur des logiciels, toutes les entreprises ne sont pas égales par rapport à cette vague de l'IA. Il y a quand même des entreprises qui ont par exemple des effets réseau, qui ont des brevets, qui ont une capacité quand même encore à fixer les prix, qui ont d'autres avantages compétitifs. Ce qui fait que voilà, ça ne va pas être homogène. Et là, on assiste peut-être même déjà au retour de balancier où il va y avoir des investisseurs qui vont dire « Ah, là, il va y avoir des opportunités d'achat sur des choses qui vont être où il y a trop de pessimisme. C'est le moment peut-être d'y aller, d'acheter des choses dont d'autres investisseurs veulent se débarrasser parce que c'est aller trop loin. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. De l'argent frais risque d'entrer dans ces fonds. Et d'ailleurs, c'est le cas, puisqu'en fait, les chiffres de décollecte que vous mentionnez, les rachats, en fait, ce sont des rachats, mais en parallèle, il y a quand même des nouveaux investisseurs qui entrent sur la thématique à ce moment-là. Donc, si on fait le net entre les sorties et les entrées, on n'est pas à moins 8% ou moins 9% de sorties. Ce n'est pas une hémorragie non plus sur ces fonds-là. C'est quelque chose de beaucoup plus modéré. Donc, il y a quand même encore de l'intérêt pour la classe d'actifs. Alors, je voudrais savoir qui sont les investisseurs de ces fonds. Est-ce qu'on trouve des banques ? Un peu à travers ce qu'on Alors, appelle... je ne comprends pas. Alors, vous êtes parti en disant on a régulé à partir de 2008 pour justement que ça soit imperméable entre les deux. Mais pourtant, on retrouve des banques dans des fonds. OK. Alors, à la base, ce sont des fonds de private equity. Donc, c'est vrai, c'est de l'argent, on va dire, c'est... Souvent... Private equity, c'est on investit dans des entreprises non cotées à la bourse. Oui, tout à fait. Et souvent, c'est de l'argent de personnes qui, si elles perdent tout, ne vont pas se retrouver à la rue. D'accord. Pour le dire simplement. Ensuite, vous avez des assureurs, des compagnies d'assurance, parce qu'elles ont des passifs longs, elles peuvent se permettre d'avoir des engagements longs. Donc en fait, ce sont les deux principales classes d'investisseurs que vous aurez. Les banques sont revenues à travers ce qu'on appelle alors warehouse lending, ce qui serait le prêt entrepôt. En fait, alors comme vous l'avez dit, on leur a fermé la porte, elles sont rentrées par la fenêtre. Il y a quand même des régulations en la matière, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Elles sont limitées dans leur marge de manœuvre, elles sont néanmoins exposées. Ce n'est pas une exposition systémique encore à ce niveau-là. Et il ne faut pas oublier que ce soit les assureurs ou les fonds donc de private equity, dans le pire des cas, s'il y a une implosion financière, ça va faire baisser leur bilan, mais on n'est pas du tout dans le même schéma que la crise des subprimes, où là, on avait déjà des titres illiquides qui étaient ce qu'on appelait les ABCP à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, qui étaient en fait les fameux conduits que BNP Paribas avait fermés en 2007. Et ensuite, le risque final, c'était quand même des gens qui n'arrivaient pas à rembourser des crédits. Admettons, vous dites quand même que certains nombre de banques sont exposées. Donc on a fermé la porte, elles sont rentrées par la fenêtre dans ces fonds-là. Admettons que des fonds soient en faillite. OK, leur bilan baisse. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'indirectement, elles vont devoir baisser aussi le potentiel de crédit qu'elles offrent en marché ? Bien sûr. Et si on arrive à une situation où beaucoup de fonds doivent fermer leurs portes, ce sera un levier de financement en moins disponible pour ces entreprises. Je pense qu'on n'en est pas là, mais il y a d'autres craintes qui sont plus immédiates. Donc, par exemple, Thibault disait, qui est dans ces fonds ? Donc, il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels, il y a des fonds de pension, mais il y a aussi de plus en plus des investisseurs particuliers, en fait, qui ont été alléchés par les rendements à 10% qu'on leur promettait, qui sont supérieurs à ce qu'on peut obtenir sur les marchés cotés, mais ces investisseurs qui n'ont pas forcément conscience, je pense, du risque structurel de ce type de produit. En Europe également, les investisseurs peuvent acheter des fonds de crédit privé à travers ce qu'on appelle les fonds LTIF, European Long Term Investment Fund. Certains sont éligibles aux assurances-vie. Ils sont en tant qu'unité de compte dans les assurances-vie. D'accord, donc ça peut avoir un impact sur les assurances-vie. Donc ça peut éventuellement avoir un impact sur les assurances-vie pour les investisseurs qui ont alloué leurs UC sur ces supports. Donc voilà, d'où l'intérêt de vraiment comprendre ce qu'on achète, de comprendre que ce sont des placements qui ne peuvent pas s'envisager sur un cycle court. En fait, ça ne peut avoir du sens que si on est investi vraiment
sur la durée d'une assurance vie, c'est-à-dire 10 ans, et pas espérer retirer ses placements trimestriellement ou même annuellement. Thibault Laurent-Joie, vous avez dit qu'ils étaient rentrés par la fenêtre. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un défaut dans la régulation ? Non, la régulation, elle a été forte. Il y a eu plusieurs choses qui ont été mises en place. J'ai déjà parlé de Dodd-Frank, BAL 3. Il y a aussi ce qu'on appelle les lignes de... le guide en matière de crédit. Une chose quand même, les banques, aux États-Unis notamment, sont beaucoup plus capitalisées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à l'époque. Donc, en cas de perte, elles ont beaucoup plus les moyens d'amortir. Le schéma d'une Lehman Brothers qui dépose le bilan, c'est pas possible pour vous à partir du crédit privé. Non, mais déjà, c'est peut-être une opinion hétérodoxe, mais je pense que Lehman Brothers n'avait pas à faire faillite. C'est un signal d'information qu'on a envoyé au marché, parce qu'en réalité, Lehman Brothers a été racheté par Nomura pour la partie asiatique et par Barclays pour la partie Europe et Nord-Amérique. 5% a coulé avec la bad bank qui était devenue, enfin la mauvaise banque qui était devenue. Donc là, on n'est pas dans ce schéma-là, très clairement sur le crédit privé. On n'est pas encore. On a quand même des acteurs qui sont beaucoup mieux capitalisés qu'ils ne l'étaient. C'est vrai des deux côtés de l'Atlantique. Donc, je pense que certaines leçons ont quand même été apprises de la grande crise financière de 2008. Donc là, les expositions des banques, effectivement, elles ont prêté aux acteurs du crédit privé, mais ce sont des montants qui sont théoriquement absorbables et suffisamment diversifiés. S'il y a défaut. S'il y a défaut, mais en fait, les défauts ne sont jamais généralisés. C'est une question de diversification également. Plus on étale l'exposition à beaucoup de prêteurs différents, moins quand même il y a de risques en agrégé sur le portefeuille. Est-ce que le risque est différent en Europe et aux États-Unis Oui, en Europe, on a un marché du crédit privé qui est beaucoup moins mature. Donc déjà, ça peut être une bénédiction cachée pour l'Europe, puisqu'il y a beaucoup moins de sociétés qui ont déjà fait appel à ce type de financement. Donc le marché est moins avancé. On n'avait pas les subprimes, mais on les avait achetés quand même aux banques américaines. Oui, voilà. Ça a été, en tout cas, voilà. Sur le crédit privé, ça a été beaucoup plus lent à se développer en Europe, même si la Commission européenne avait dit qu'il y avait un gap de financement de 3 000 milliards et qu'il fallait investir pour permettre à l'Europe d'innover, d'avoir des entreprises plus innovantes. La Commission croyait au crédit privé. Ça ne s'est pas vraiment matérialisé, donc c'est peut-être une bonne nouvelle aujourd'hui. Et même là où il y a eu des deals de crédit privé, c'était quand même avec des termes plus conservateurs, moins d'effet de levier qu'aux États-Unis. Donc même les entreprises qui ont fait appel sont moins endettées que leurs homologues américains. Et il y a aussi beaucoup moins de secteurs de logiciels. Alors ça, voilà. L'Europe n'a pas été vraiment pionnière sur les licornes des logiciels. Bon, y a mais est-ce qu'en termes de transparence, la BCE connaît l'exposition des banques européennes au crédit privé ? Ou est-ce que c'est une information qu'elle ne possède pas, la Banque centrale européenne ? Je pense qu'elle connaît l'exposition globale au crédit privé. Alors après, savoir quelle est la qualité de crédit de chaque entreprise sous-jacente, ça, il n'y a vraiment que le prêteur qui le sait. Oui, mais ça, normalement, il y a des tests de fiabilité des banques. Donc, on devrait le savoir, non ? En fait, la question, c'est combien valent ces créances ? Et ça, vraiment, vu que ce n'est pas quelque chose qui change de main, il n'y a pas de transaction. Donc, il n'y a pas de prix de marché. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a vraiment que le détenteur de la créance qui sait ce qu'elle vaut, qui l'évalue, en fait, sur la base de modèles, d'hypothèses. Ça reste entièrement hypothétique. Donc ça, c'est aussi un grand sujet. C'est un peu l'opacité des valorisations dans ce domaine. Et ça alimente aussi un peu la défiance des investisseurs. En fait, on ne peut pas savoir ce que ces créances valent. Et il y a tout intérêt, quand même, pour le prêteur à calculer une valeur faciale qui bouge très peu. Comme ça, on montre une courbe de performance stable dans le temps et à reconnaître le plus tard possible les défauts. Et bon, c'est à ce moment-là que ça dégringole. Thibault Laurent-Joie, il faudrait faire quoi pour surveiller le crédit privé dans les prochains mois ? Alors, on peut toujours demander davantage de transparence. Et il est vrai que dans toute la sphère de la dette, le crédit privé et les formes un peu adjacentes, le CLO par exemple, sont des zones... Le CLO, c'est très rapidement... Collateralized Loan Obligation. Oui, c'est encore... Bon, c'est compliqué. C'est la porte à côté du crédit privé, c'est un peu petit. On pourrait demander davantage de transparence parce que ce sont sans doute les zones les moins transparentes en fait, de toute la sphère de la dette. Ouais. Voilà. En même temps, ça appartient à la finance de l'ombre, le shadow banking. Oui. Donc,
Voilà. Demander de la transparence à la finance de l'ombre, c'est un peu compliqué. Alors, non ensuite, on ne peut pas interdire le prêt bilatéral, ça c'est certain. La régulation des activités sous-jacentes, on a parlé de l'intelligence artificielle par exemple, on peut toujours regarder de ce côté-là. De façon, à mon avis, ce qui est le plus problématique, c'est l'exposition des investisseurs particuliers, qui est une tendance récente mais croissante. Donc, Mara a parlé de l'assurance vie en Europe. Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le 401K, qui en fait est l'éligibilité au fonds de pension. En fait. Donc, il y avait eu le Bitcoin il y a quelques années. Là, effectivement, maintenant, les futurs retraités aux États-Unis peuvent acheter des parts en fait, de fonds de crédit privés. C'est là que je commencerai à m'inquiéter un peu. À nouveau, c'est une tendance récente, mais c'est une tendance croissante. Et de façon générale, c'est vrai que les investisseurs particuliers sont les moins bien équipés. Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses. Aux avant-postes, c'est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Merci.